Dominique. Et on va démarrer ce direct avec notre première invitée, Marie-Françoise Guyonneau. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la directrice de Fondaterra. Alors, Soisy, on a parlé, un sujet sera diffusé dans le journal de 19h15. Effectivement, l'Université de Versailles-Saint-Quentin a organisé, j'allais dire, sa deuxième université d'automne. Sa première université, c'était l'université d'été, mais là, c'était l'université d'automne. Et sur le thème « Que reste-t-il du Grenelle de l'environnement ?» Fondaterra a été juste co-organisatrice de ce forum. Alors d'abord, Fondaterra, pour rappeler de quoi il s'agit, on a envie de dire c'est un réseau d'acteurs qui traite de l'environnement et du développement durable. J'ai faux, pas faux, raison? Oui, tout à fait. Donc c'est effectivement une fondation partenariale de l'Université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines, mais qui est un réseau d'acteurs qui œuvrent en fait sur les questions de développement durable des territoires, regroupant des acteurs qui sont à la fois des collectivités territoriales, des entreprises, groupements professionnels, des associations ONG et des établissements d'enseignement supérieur de recherche. Donc il y a 90 membres actuellement. Tout à fait. Et comment vous intervenez dans le débat sur l'écologie? Vous ne faites que des discussions, c'est un peu de la provocation comme ça, mais où vous proposez vraiment des choses concrètes? Alors, justement, donc nous, notre mode d'action, c'est le projet. C'est la dynamique des projets. Donc, dynamique de projets innovants avec une dynamique de dissémination qui passe notamment par la formation, l'éducation, et d'où finalement le lien très fort qu'il y a entre la mission d'enseignement et derrière l'ouverture que représente la Fondation vers les territoires, vers les projets de territoire pour les accompagner avec une dynamique de projet, mais vraiment de projet, mise en œuvre de projet. Alors par exemple? Par exemple, typiquement, on parle on parlait d'université, c'est les projets de rénovation énergétique sur l'ensemble des campus universitaires en France, avec des démonstrateurs qui sont mis en place sur cette université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines. Alors, je l'ai dit, Fondaterra a été co-organisatrice, oui, c'est une fondation co-organisatrice de cette deuxième université d'automne, donc sur le thème du Grenelle de l'environnement. J'ai envie de dire peut-être la première chose qu'on a gagnée, on verra avec vous ce qu'on a peut-être perdu dans le Grenelle, mais en tout cas ce qu'on a gagné sur le Grenelle, et soyons positifs, c'est le côté consultation. C'est-à-dire que pour une fois, tout le monde s'est mis autour de la table pour vraiment discuter d'un sujet concret. Oui, tout à fait. L'originalité, je pense, de la démarche, c'était vraiment la concertation multi-acteurs qui a été la base de la construction des 268 engagements qui ont été communiqués en 2007. Après, là où... Oui, alors là, c'est peut-être dans comment on avance et quels sont les résultats concrets sur le terrain, ou quels sont les moyens en tout cas donnés. Voilà, la problématique derrière, c'est les moyens que l'on se donne pour l'action derrière, avec finalement les instruments qui ont pu être développés pour accompagner cette mise en œuvre, et notamment avec des choses emblématiques comme la taxe carbone, à savoir finalement une impulsion forte, un signal pris fort sur notre économie, de manière à accompagner cette économie verte, cette économie bas carbone que l'on doit développer. Vous étiez favorable à cette taxe carbone dont on a beaucoup parlé, dont on a fait tout un plat, j'ai envie de dire, et puis finalement pour pas grand-chose, parce qu'elle a disparu alors. Oui, tout à fait, mais finalement ça appelle aussi puisque si on revient sur le colloque, tout le monde plébiscite la démarche de concertation multi-acteurs. Par contre, on reste sur sa faim, sur les moyens mis en œuvre derrière pour leur réalisation. Donc, quelque part, tout cela appelle finalement à la mise en cohérence, notamment de la politique fiscale, pour que aujourd'hui, si on regarde notre fiscalité qui est essentiellement basée sur les revenus du travail, pour qu'elle prenne en compte l'intensité énergétique et l'intensité carbone dans le système fiscal. C'est-à-dire qu'en gros, il faut plus taxer les pollueurs. Tout à fait. Et ça tirera finalement de nouveaux modes de consommation et l'émergence des écotechnologies et des nouveaux segments de marché qui vont tirer notre économie. Pourtant, on a quand même l'impression que grâce au Grenelle, j'ai envie de dire d'abord grâce aux citoyens qui se sont complètement emparés, vous me dites si j'ai raison ou tort, mais qui se sont emparés en tout cas de la thématique de l'environnement et qui ont sollicité du coup les entreprises à faire des projets plus innovants, des produits plus innovants.
Alors, c'est vrai. Est-ce que c'est pas ça aussi le Grenelle? Oui, c'est cette capacité finalement à également mobiliser l'ensemble des acteurs de manière à ce que les actions soient diverses et que finalement ça devienne un projet de société. Je pense que la question de l'environnement, c'est la question d'un projet de société et en ce sens, finalement, ça n'est pas simplement une question qui est posée au niveau national, c'est une question qui est posée au niveau territorial, dans les logiques des plans climat-énergie territoriaux. C'est aussi cette concertation d'acteurs. Donc, cette dynamique, finalement, doit se rapprocher le plus possible du local, du citoyen, et l'associer à cette construction de projets de territoire, de projets de société. Alors, justement, comment le citoyen a accaparé en fait cette notion d'environnement, d'écologie? C'est notre question du jour. On est allé demander aux gens s'ils devenaient un peu plus éco-citoyens. On va écouter leurs réponses. Je crois que maintenant, ça y est, c'est bien rentré dans les mœurs quand même, hein, l'écologie. En quoi je suis en éco-citoyenne? Eh bien, en essayant d'éteindre mes lumières dans l'appartement quand je ne suis pas dans les pièces, et puis en faisant le tri sélectif. Je suis conscient de l'importance de la nature. Et donc je fais tout pour que mes actions et ma vie soient en relation avec ce principe. Je milite pas vraiment, mais ouais, je fais attention à ma consommation d'eau, d'électricité, je trie mes déchets. Dans mes achats pour les jouets pour les enfants, en bois, tout ça. Dans le fait de trier les déchets, faire attention aux lessives, aux choses comme ça. J'essaye de trier les déchets que j'ai à la maison en venant des courses en fait. Pour moi, un éco-citoyen, ça doit être quelqu'un qui agit mais qui a vraiment un impact. Moi, en tant que juste lycéen, je pense pas avoir un vrai impact sur la planète, ni en bien ni en mal, quoi. Je pense être un peu comme tout le monde. Et en ça, je pense pas être un éco-citoyen. Être juste un citoyen, ça suffit pour l'instant. Bon, alors on va dire un éco-citoyen, c'est d'abord un citoyen tout simple, comme dit ce jeune homme, mais ça veut dire que le citoyen a vraiment une vraie action. Oui, je pense que dans la dimension citoyen, il y a la participation, il y a l'implication dans un projet de société. Donc, encore une fois, on en revient aux petits gestes du quotidien, mais quand on aborde ces questions-là, on aborde aussi finalement le volet social, les questions de solidarité, les questions de développement, des territoires. Et en ce sens, je pense que le volet, je reviens dessus, qui est finalement ne pas percevoir simplement l'environnement comme un coût, mais comme une opportunité et donc porter une vraie dynamique de développement qui est également un élément extrêmement important dans notre construction, dans la construction de notre société et donc le volet social qui est porté derrière ça. Justement, à l'occasion de ce colloque, j'avais rencontré Didier Hamon qui est professeur associé à l'université et qui a animé ce colloque et lui me disait qu'il était favorable à un Grenelle 3 qui prenait justement en compte tout l'aspect sociétal, c'est-à-dire c'est bien beau de vouloir faire de l'environnement, mais demain il faut que l'environnement, l'écologie soit accessible à tous, parce qu'aujourd'hui ça coûte cher. Si on veut acheter une voiture hybride, c'est bien, mais ça coûte cher. Si on veut rénover avec des matériaux très performants, écologiques, ça coûte cher. Les crédits d'impôt vont être grignotés visiblement au prochain budget. Donc voilà, est-ce qu'il n'y aurait pas cet aspect n'aurait pas été un peu oublié dans le Grenelle, dans les deux Grenelles, hein, les deux. Alors, je crois que c'est vraiment quelque chose qui doit être adressé dans la mise en œuvre des actions au niveau territorial. Je vais prendre un exemple concret pour illustrer le propos. À Grenoble, sur la question de la rénovation des copropriétés, puisqu'on parlait de coûts de rénovation, on sait bien que dans les copropriétés, la rénovation est souvent une décision collective et ce sont les derniers votes qui peuvent bloquer finalement un processus de rénovation. Et ces derniers votes, c'est parfois des gens qui aimeraient rénover mais qui n'ont pas les moyens. Et là, la collectivité de Grenoble a mis en place dans le cadre d'une OPAH un dispositif pour accompagner jusqu'à 80%. OPAH, c'est opération d'amélioration de l'habitat. Excusez-moi. pour réellement accompagner, en fonction des niveaux de revenus, jusqu'à 80% la rénovation des logements pour ces personnes qui sont des personnes effectivement plus fragiles, plus en difficulté. On voit que sur le terrain, ça fonctionne. Les citoyens sont OK. Les élus locaux sont OK. L'État.
Voilà, Sylvie Faucheux, aussi la présidente de l'université, pendant ce colloque, disait il faut que des décisions fermes soient prises. C'est bien beau de prendre de faire voter des lois, mais si les décrets d'application ne suivent pas. Oui, c'est la question. On revient également justement sur l'impulsion qu'on veut donner et les instruments qui sont développés en support de l'atteinte de ces objectifs. Alors suffisant, pas suffisant? Pas suffisant a priori. Maintenant, aujourd'hui, on agit beaucoup sur. Il y a quand même des points positifs dans le Grenelle 2, notamment sur le plan de l'urbanisme, dans le volet économie de l'espace. Il y a un certain nombre de dispositions qui sont tout à fait intéressantes, importantes. Mais sont-elles à la hauteur par rapport aux objectifs qui sont fixés? Donc vous diriez qu'il y a quelque chose qui est enclenché? Quelque chose qui est enclenché. Il faut qu'aujourd'hui l'État vraiment prenne une position plus ferme, parce que prennent des décisions peut-être qui vont durer sur 15 ou 20 ans, pas seulement des décisions qui vont durer sur 1 ou 2 ans, comme on l'a vu, la prime à la casse, poum, on lance, c'est super, puis après, hop, ça s'arrête. Ce que vous dites est tout à fait juste, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que ce soit de petites actions juxtaposées les unes à côté des autres. Il y a la cohérence globale de la politique. Les 600 000 emplois qui étaient annoncés dans la croissance verte, ça n'est pas simplement des petites mesures que l'on juxtapose. C'est une cohérence d'ensemble qui doit effectivement amener à redynamiser et à réinjecter de nouvelles dynamiques réellement dans les filières. Et je crois que justement vous aviez un sujet sur l'industrie automobile. Voilà, les choses ne sont pas dissociées, elles sont très intégrées, et le volet solidarité, c'est-à-dire le volet social, doit être traité parce que c'est la réussite d'une politique environnementale tient à également la capacité à intégrer l'ensemble des acteurs dans le dispositif. Eh ben alors on suivra ça, on suivra les fameux 268 ou 78 propositions, on ne sait même plus tellement il y en a, mais on verra effectivement, on suivra tout ça. Merci en tout cas beaucoup d'être venu apporter votre regard sur ces Grenelles de l'environnement. Merci.